Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 juillet 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue de nouveau, Larry. Je suis de retour. Vous savez, je m'absente une journée, et c'est quoi ce bordel? Le monde part complètement en vrille. Exactement. C'est à vous de garder les choses sous contrôle. Je vous en tiens responsable. Non, ça a juste dégénéré, oui. Oui, Larry, permettez-moi de commencer par l'attaque iranienne contre la Jordanie. C'était quelque chose de nouveau. Cela ne s'était jamais produit auparavant. non. C'est déjà arrivé. Une attaque préventive. Quand a-t-elle eu lieu? Préventive? Non, mais je n'appellerais même pas ça une action préventive. Ils attaquent déjà, et les Hadiths seraient sur place, d'après certaines informations. Ils représentent une menace pour l'Iran, donc ils ont essayé de les neutraliser. Je pense qu'ils y sont parvenus, malgré les démentis américains du genre « Oh, ils n'ont rien touché, nous avons abattu tous les missiles ». Je n'y crois pas une seconde. Et la réponse des États-Unis, c'est que Donald Trump a dit qu'il allait attaquer, qu'il allait frapper fort et qu'il allait les punir. Voici ce qu'il a dit. En attendant, nous allons les frapper très durement, parce que c'est à notre tour de les frapper. Ils savent que ça arrive. Ils nous demandent de ne pas le faire. Mais vous savez, ils ont essayé de nous tirer dessus hier soir. 5 missiles ont été tirés contre nous à 8500 milles à l'heure. Et les 5 ont été abattus. Cinq ou six. Oui. Pas seulement 6, avec aussi quelques drones, semble-t-il. Oui, donc les États-Unis n'arrivent pas à garder une version cohérente. Il semble que les drones... Désolé de vous interrompre. Il semble que les drones soient arrivés en Jordanie depuis l'Irak. Ils ne venaient pas d'Iran. Les drones venaient d'Irak. Oui, alors je ne suis pas sûr de la chronologie. Quand la frappe de drone a-t-elle eu lieu, et quand les États-Unis et l'Arabie saoudite ont-ils frappé à l'intérieur de l'Irak? Vous savez, est-ce que c'était 1 heure avant, 1 heure après? Je n'ai pas une vision très claire de la chronologie. Mais à propos des cibles, il a dit que tous ces missiles avaient été interceptés. Pourtant, on avait au moins une photo de l'un d'eux qui avait touché la Jordanie, non? Oui, c'est la même chose. On a vu ça avec l'Ukraine, encore et encore. Ils affirment intercepter tous les missiles et abattre tous les drones, mais ce n'est pas le cas. Mais ils utilisent ça, encore une fois, comme couverture politique auprès de l'opinion publique américaine. Ils leur racontent une histoire qu'ils seront contents d'entendre. C'était complètement fou hier soir. L'Iran a attaqué la Jordanie. Les États-Unis, avec l'Arabie saoudite, ont attaqué l'Irak. Et ils ont attaqué une partie de l'armée gouvernementale irakienne. Les FMP, les forces de mobilisation populaire, ont été attaquées par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Qu'est-ce que cela signifiait? Vous savez pourquoi les ont-ils attaqués au lieu de... S'ils voulaient attaquer, vous savez, la résistance, le Hezbollah ou le Hasht en Irak, qui... C'est presque comme si l'Arabie saoudite voulait étendre la guerre, parce que cette attaque n'avait absolument aucun sens. Les forces de mobilisation populaire font légalement partie du gouvernement, vous savez. C'est donc la même chose qu'une attaque contre l'armée irakienne. Et l'Irak va donc riposter à un moment ou à un autre. Ils disent qu'ils retardent cette riposte pour l'instant jusqu'à la fin de l'Arbaïn. Je ne sais pas quelle en est la dernière date, si c'est vendredi ou samedi,
Mais une fois que ce sera terminé, je pense qu'on les verra commencer à riposter. Et vous savez, l'Arabie saoudite se retrouvera alors à combattre les Houthis, les Irakiens et potentiellement l'Iran. Ça n'a aucun sens. C'est tout simplement de la folie. Oui. Pensez-vous que l'Irak va réagir? Les funérailles ont eu lieu aujourd'hui. Et comment vous attendez-vous à ce qu'ils réagissent? Quelle sera leur réponse? Eh bien, je pense qu'ils répondront avec davantage de drones. Je ne suis pas sûr qu'ils aient des missiles. En revanche, je suis sûr qu'ils ont des drones et ils frapperont des cibles. Ils pourraient même tenter une incursion transfrontalière dans certaines zones auxquelles ils ont accès. Mais ils vont riposter. Et cela va créer un problème pour l'Arabie saoudite parce qu'elle n'a pas les moyens militaires de mener une guerre sur 3 fronts, dans laquelle elle se retrouve soudainement. Un conflit avec l'Irak, l'Iran et le Yémen. Et ils doivent se demander si les intercepteurs dont ils disposent sont abordables. S'ils utilisent des drones, vont-ils employer leurs intercepteurs pour intercepter ces drones? Nous savons que ces drones sont très précis. S'ils les obtiennent, ils frapperont exactement leur cible. Oui. Eh bien, s'ils les ont, mon conseil serait qu'ils les utilisent, sinon ils les perdront. Mais dès qu'ils les utilisent, ils puisent dans des ressources limitées parce qu'ils emploient probablement des missiles PAC-3. Une fois qu'ils n'en ont plus, ils en ont plus. Ils ne vont pas les remplacer de sitôt. Revenons à la question de fond, Larry. Pourquoi l'Arabie saoudite doit-elle escalader la situation au lieu de discuter avec ces gens-là? Honnêtement, je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas soutenir que cela les rend plus forts stratégiquement, que ça affaiblit les Irakiens, que ça affaiblit les Houthis. On cherche une raison rationnelle. Pourquoi un pays ferait-il ça? Qu'est-ce qu'il essaye d'accomplir? Qu'est-ce qui est accompli ici? C'est toujours pareil. Oui, mettons les Irakiens en colère pour que le gouvernement irakien s'en prenne à nous. Comme si on n'avait pas assez de problèmes. On a les Houthis contenus, Ansar Allah contenus, et l'Iran contenu. Alors contenons... Non, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui me paraît tellement étrange, c'est que personne ne revendique la dernière attaque de drones contre l'Arabie saoudite. Personne n'en parle. Personne ne se présente en disant « c'est nous qui l'avons fait, pour telle ou telle raison ». Vous voyez. Quelle attaque de drone? Celle d'hier? Oui, celle pour laquelle l'Arabie saoudite a attaqué l'Irak, en nous disant que la dernière attaque de drone venait d'Irak. C'est pour ça qu'ils attaquent. Eh bien, au départ, personne ne la revendique. Eh bien, les Houthis l'ont fait. Oui, Peshtabcha n'en parle. Eh bien, personne en Irak puisqu'ils ne l'ont pas fait. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils sont censés dire d'autre? Ce n'est pas nous, alors pourquoi vous nous attaquez? Les Houthis ont dit que c'était eux. Il y a donc eu, au fil des années, des tensions entre les Saoudiens et les Irakiens, avec ces groupes en particulier. Ça ne me surprend donc pas forcément. Mais cela veut dire que l'Arabie saoudite élargit la liste des ennemis qu'elle doit combattre. Elle va donc maintenant ajouter le Front de mobilisation populaire irakien à la liste des gens qui veulent l'attaquer. Je ne pense pas que ce soit une décision intelligente. Oui, parce que même en supposant qu'ils attaquent l'Irak, je ne sais pas, pour quelque raison que ce soit, vous avez mentionné qu'au moins le Yémen revendique ces attaques. Et pourquoi aurait-il besoin d'attaquer l'Irak? Le Premier ministre irakien était récemment aux États-Unis, en discussion avec Donald Trump.
L'un des principaux objectifs de Donald Trump lors de cette rencontre et de ses négociations avec l'Irak était de désarmer la résistance irakienne. Le Hezbollah et le Hachd, tous ces groupes de résistance en Irak. Est-ce que cela va l'aider? Aujourd'hui, Donald Trump a dit qu'ils avaient coordonné cette attaque avec le Premier ministre irakien, ce qui a d'ailleurs été rejeté ensuite par le gouvernement irakien. En quoi cela va-t-il l'aider, Donald Trump? Est-ce que cela peut aider Donald Trump? Eh bien, ça ne l'aide pas. C'est ça le problème. Ça met le Premier ministre dans une situation où il doit soit défendre son pays, soit être considéré comme un traître, comme quelqu'un qui a trahi son pays, en permettant aux États-Unis d'intervenir et d'attaquer sans riposter, sans répondre. Alors ça, je ne sais pas qui a pensé que c'était une bonne idée, mais manifestement ça tourne très mal, et je pense que ça va empirer. Non, je viens juste de dire qu'il faut attendre de voir quelles représailles supplémentaires auront lieu cette nuit, une fois qu'Israël aura lancé ses attaques à l'intérieur de l'Iran. Et Israel Katz a déjà reconnu que ces attaques étaient menées par Israël en aidant les États-Unis. Et Katz s'est fait, vous savez, très sévèrement faire taire là-dessus aujourd'hui, très critiqué. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas vrai. C'était vrai, mais c'est du ha ou du Western Tank. Le CENTCOM n'a pas apprécié ces propos. Et vous vous attendez à ce que ce soir, les États-Unis attaquent l'Iran et que les Irakiens attaquent l'Arabie saoudite. C'est ce qu'on va voir. Je ne pense pas que les Saoudiens attaqueront l'Iran. Ils laisseront les États-Unis le faire. Non, les États-Unis attaquent l'Iran et l'Iran attaque l'Arabie saoudite. Oui, non, les Irakiens ne vont pas attaquer l'Arabie saoudite avant quelques jours. Nos bombardements doivent d'abord être terminés. Mais vous verrez les Yéménites frapper, je pense. Ils pourraient frapper ce soir. On verra. Ça devrait être en train de se produire en ce moment même. Mais nous ne voyons aucun signe de frappe aérienne imminente de la part des États-Unis, alors que normalement, on les verrait déjà à ce stade. Oui. À présent, un rapport fait état d'une intense activité aérienne militaire américaine visible à travers le Moyen-Orient, mais on ne sait pas clairement ce que cela signifie. Nous avons reçu des informations selon lesquelles des missiles auraient été tirés depuis Yazd, en Iran. Par la suite, cela n'a pas été confirmé. Je dirais que rien de tel ne se produit. Mais des avions de chasse iraniens sont dans le ciel iranien. Ils patrouillent l'espace aérien de l'Iran, ainsi que dans certaines villes. Et il semble qu'ils s'attendent à une attaque américaine cette nuit. Et Larry, à mesure que la guerre s'étend, et au vu de son évolution, quelle est votre analyse avec le temps qui passe? Allons-nous voir l'Arabie saoudite devenir peut-être une Ukraine 2.0? Je ne vois pas. Non. Non, mais ça y conduit. Les Saoudiens peuvent subir des dégâts considérables avec seulement quelques frappes bien ciblées. Ils ne sont donc clairement pas du tout à l'abri de ça. C'est pour ça que je pensais qu'ils devraient adopter une stratégie intelligente, chercher une issue négociée, réduire au minimum le risque d'être attaqués. Au lieu de ça, ils font exactement l'inverse. Ils ne réduisent pas le risque d'être attaqués. Ils le maximisent, ils l'augmentent. La principale préoccupation de l'Arabie saoudite, c'était le blocus et les attaques venant du Yémen. Ils ont décidé de ne plus attaquer le Yémen. À la place, ils attaquent l'Irak. Je ne vois pas comment vous pouvez... Eh bien, on s'en prend à la cible la plus facile. Et ils partent du principe que quels que soient ces groupes en Irak, même avec des responsables sur place,
l'Irak n'a pas là tout un arsenal de missiles qu'il pourrait tirer en retour contre l'Arabie saoudite. Ils n'ont pas de missiles en Irak, mais ils ont des drones, énormément de drones. Et ces forces, d'une manière ou d'une autre, c'est 100, 200 000 personnes. C'est beaucoup en Irak, ce qui se passe. Et nous ne savons pas. En réalité, nous ne savons pas s'ils ont des missiles. Je n'ai vu aucune information qui le confirme. Mais ils n'ont pas besoin de missiles. Ils peuvent utiliser des drones et frapper tout ce qui se trouve en Arabie saoudite. Oui, non, ils le peuvent. Donc encore une fois, on n'en est pas sûr. Je n'ai pas vu de bonne évaluation de ce qu'ils appellent leur ordre de bataille, quelles sont leurs capacités, ce qu'ils ont. Mais, pour une raison ou une autre, les Saoudiens et les États-Unis ont décidé de lancer cette attaque et de vraiment provoquer. Cela aurait été différent s'ils avaient demandé au Premier ministre de faire quelque chose, de prendre des mesures pour relâcher la pression ou contrôler ces groupes. Mais apparemment, ils ne l'ont pas fait. Ils ont simplement frappé, mettant le Premier ministre dans une position où il devait s'opposer aux États-Unis, à un moment où il voulait se rapprocher des États-Unis, obtenir une meilleure position et davantage de soutien. Selon Al-Monitor, l'Arabie saoudite devrait annoncer une nouvelle coalition militaire multinationale en mer Rouge, visant à contrer le blocus Houthi des ports de la mer Rouge. Et cette coalition, vous savez, devrait réunir 50 pays. Ils les ont invités à y participer. Il y aurait les États-Unis, l'Égypte, le Pakistan, la Turquie, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, Djibouti, la Somalie et le Soudan. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Partons du principe qu'ils vont parvenir à mettre quelque chose comme ça en place. Comment vont-ils s'opposer à ce blocus yéménite? Eh bien, comment pensez-vous qu'ils s'y prendraient? Comment éviteraient-ils le blocus? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire retirer le personnel? Supposons qu'ils décident de s'opposer aux Yéménites ou aux Houthis. Vont-ils envahir le Yémen pour contrer cela? Parce que ce n'est pas en mer, c'est sur terre. C'est ça. Oui. Non, ça n'a aucun sens. Je veux dire l'Ukraine qui cherche la bagarre avec l'Iran en ce moment, les Saoudiens qui cherchent la bagarre avec le Yémen. Les Yéménites, surtout ce groupe qui est attaqué, ils sont durs à cuire, ils sont très résistants et ils savent se battre. Donc les efforts occidentaux pour essayer de les intimider et de les affaiblir vont simplement se retourner contre eux. Oui, il y a 2 points, Larry, concernant les États-Unis. Que se passe-t-il dans la tête de Donald Trump? Aujourd'hui, CNN a publié un nouveau rapport qui évoque encore une fois la faiblesse des stocks américains de missiles et d'intercepteurs. Et ce ne sont pas des signes positifs pour Donald Trump. Que pensez-vous de son initiative en Asie occidentale? Et comme nous le constatons, l'Iran change en quelque sorte de stratégie. Peu importe s'ils ne veulent pas attaquer l'Iran. L'Iran va continuer ses attaques pour réduire leur puissance aérienne ou détruire les munitions et les stocks dans la région. Alors, quelle serait la politique à suivre? Quelle est la suite de cette guerre avec l'Iran? De quoi s'agit-il exactement? Vous voulez dire pour les États-Unis? Oui, pour les États-Unis. Eh bien, encore une fois, même si des partisans de Trump vous diront qu'il ne s'agit pas d'un changement de régime, c'est absolument de cela qu'il s'agit. On peut changer le régime. Et la théorie, c'est qu'une fois que l'Iran sera une démocratie et qu'il aura le fils de Reza Pahlavi comme nouveau président, nouveau dirigeant, nouveau grand patron, tout ira bien. Vous savez, ce n'est pas vrai.
Mais encore une fois, nous nous heurtons aux limites de la puissance militaire américaine. Il y a très peu de choses. Les États-Unis doivent montrer l'exemple. Ils ne peuvent pas imposer par la force, et ils font un sacré mauvais boulot sur le plan de l'exemple. Il y a eu 2 rencontres entre Donald Trump, Zelensky et Benjamin Netanyahu. Tous deux se battaient pour leur position dans leur pays. Et l'une des conclusions de ces 2 rencontres serait que Donald Trump est prêt à les soutenir tous les deux et à poursuivre la guerre. Pensez-vous que ce soit le cas? D'accord. Définissez ce que vous entendez par soutien. Oui. Je ne vois pas comment Donald Trump peut aider Benjamin Netanyahu en Israël. C'est peut-être l'un des principaux. Tout ce qu'il peut faire, c'est continuer à fournir une aide financière, des armes et des systèmes de défense aérienne. Mais les systèmes de défense aérienne s'épuisent rapidement et l'Iran est en mesure de détruire ceux qui restent. S'ils les détruisent, alors l'Ukraine elle aurait de gros problèmes. Elle n'a pas la capacité de soutenir des opérations de combat. C'est ce que je veux dire. Ils veulent rester dans le combat. À mon avis, ce que Zelensky est prêt à proposer, c'est le genre d'attaque qu'ils peuvent mener contre des navires iraniens ou russes, ou contre des navires qui font la liaison entre l'Iran et la Russie. Mais vous avez vu ce qui s'est passé après la rencontre entre Zelensky et Trump. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères est immédiatement intervenu, a appelé Arakchi et lui a dit « Écoutez, nous sommes désolés, c'était une erreur. À votre avis, pourquoi a-t-il fait ça? » Mais cela ne s'est pas produit avant. Cela ne s'est pas produit avant la rencontre entre Zelensky et Donald Trump. Non, c'est arrivé après. Pourquoi pensez-vous que c'est arrivé après? Donald Trump lui a dit qu'il ne le ferait pas. La seule raison pour laquelle Oui, enfin, c'est exact. Donald Trump a exprimé son mécontentement à ce sujet pour une raison ou une autre. Peut-être qu'il ne voulait pas l'élargir. Peut-être qu'il avait reçu des appels du Kremlin lui disant « Si vous vous engagez dans cette voie, voilà où ça va vous mener et ça va pas vous plaire. » Une Arabie saoudite affaiblie sera-t-elle utile aux États-Unis? Eh bien, définissez ce que vous entendez par « affaibli ». Je parle, disons, de ces gens qui attaquent les Yéménites et l'Arabie saoudite, qui détruisent leurs installations pétrolières. La résistance irakienne fait la même chose. Et il y a aussi le blocus de leurs ports, qui met également leur économie sous pression. Comment cela va-t-il être perçu par les États-Unis? Eh bien, pas seulement les États-Unis. Cela donnerait l'impression que l'Arabie saoudite est trop faible pour se défendre. C'est là que ça pourrait devenir très intéressant. Parce qu'à partir du moment où vous êtes perçu comme faible, et là encore, autrefois, les États-Unis pouvaient imposer leur politique à des pays avec lesquels ils n'étaient peut-être pas heureux de traiter, mais ces pays n'avaient pas le choix, parce que les États-Unis sont si puissants. Eh bien maintenant, la question devient, les États-Unis, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous larguez des bombes, vous n'avez pas... Donc là encore, on voit l'instabilité qui nous entoure, ce qui se passe en Ukraine, et le désespoir avec lequel les responsables ukrainiens tendent la main et essaient d'une manière ou d'une autre d'obtenir du soutien. Ils veulent désespérément des missiles patriotes, ils ne les obtiennent pas. Et Zelensky serait apparemment reparti les mains vides après sa rencontre avec Trump hier.
Et Netanyahou, Benjamin Netanyahou. Il était optimiste. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr de ce qu'il a obtenu, à part peut-être un engagement de Trump selon lequel je vais reprendre la guerre aujourd'hui ou demain contre les forces russes. Donc, vous savez, encore une fois, Zelensky est coincé parce que ni les États-Unis ni le reste de l'OTAN n'ont les ressources pour l'approvisionner. Ce n'est donc pas comme si Zelensky n'avait pas besoin de former des troupes à utiliser ces munitions s'il les avait. On voit donc les options continuer à s'épuiser, même si le Sénat américain affirme qu'il va soutenir ce projet de loi de sanctions contre tout pays qui achète du pétrole à la Chine. Encore une fois, tout ce que cela fait, c'est isoler davantage les États-Unis et inciter davantage les autres pays à s'aligner sur les Chinois et les BRICS afin de ne plus pouvoir être pris en otage par des menaces liées au dollar. D'accord. Pensez-vous que la poursuite de la guerre pourrait servir Benjamin Netanyahou en Israël à l'approche des prochaines élections israéliennes? Vous parlez de la guerre avec l'Iran? La guerre avec l'Iran, exactement. Pas avec l'Iran. Enfin, c'est essentiellement le chaos en Asie de l'Ouest, à mon avis. Parce que la guerre avec l'Iran, c'est le nom de la guerre. Mais vous voyez que tout le monde attaque. Tous ces pays s'attaquent les uns les autres, comme on le voit. Il se passe une sorte de chaos. Il espère que ça l'aidera. Mais je pense que les Israéliens se sont lassés de son numéro. Il brandit toujours de grandes menaces pour la sécurité internationale. Vous savez, l'Iran serait à quelques semaines d'avoir la bombe, etc., pour mobiliser un soutien intérieur en sa faveur, alors même qu'il est très impopulaire par rapport à d'autres périodes. Oui. La seule raison pour laquelle, à mon avis, Donald Trump voudrait continuer, ce serait en quoi ça va-t-il aider Israël? Parce qu'il sacrifie tous, je dirais même tous les alliés des États-Unis dans la région. Et rien ne s'améliore pour l'Arabie saoudite. Le Qatar ne veut pas faire partie de tout ça. On ne voit pas vraiment le Qatar jouer un rôle dans ce qui se passe. Et personne n'entend parler de Bahreïn ni du Koweït. La cible de l'Iran, en ce moment, c'est la Jordanie. Est-ce que cela veut dire que les États-Unis ont tout retiré de ces pays pour le transférer en Jordanie? Ou bien les États-Unis utilisent-ils la Jordanie pour mener ces attaques en Irak, par exemple, comme lors de l'attaque récente? Bon, ce que nous avons vu, et là encore, je pense que cela fait partie de la stratégie iranienne à moyen terme, c'est qu'ils continuent de frapper des cibles en Jordanie, Muwafaq al-Salti et Prince Hassan, et peut-être que King Abdullah était une autre base aérienne. Donc, plus ils poussent les forces américaines à partir de là-bas, moins le peuple jordanien dépend du soutien américain. Et vous avez déjà vu certains dirigeants politiques clés chercher à prendre leur distance. Ils ne vont pas, à part, vous savez, le Sénat qui dit « Ah oui, on va s'en prendre à eux et appliquer ces nouveaux droits de douane ». Les pays qui sont visés regardent la situation. Ils ne vont pas être amis avec les États-Unis. Ils vont chercher de l'aide auprès du Sud global. Nous avons entendu hier le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Larry, parler de la politique iranienne dans le détroit d'Ormuz. Il a dit qu'il y avait deux voies dans le détroit. L'une permet d'entrer, l'autre de sortir. Et l'Iran veut contrôler une voie et demie. Cela veut dire qu'il veut avoir le contrôle total de la voie d'entrée et la moitié, ou en quelque sorte un contrôle partiel, de la voie de sortie.
C'est l'argument des Iraniens. Oman a suggéré de séparer ces deux voies. L'une serait coordonnée ou gérée par Oman, l'autre par l'Iran. Et il semble que la principale différence soit là. Quelle est votre analyse? Qui va, vous savez, prendre le dessus? Les États-Unis avec leurs alliés? Je suppose que ce que propose Oman vient des États-Unis. Oui, mais ça ne l'emportera pas. L'Iran ne va pas renoncer à son contrôle. Donc, quoi qu'il arrive, vous savez, cela aurait pu être une nouvelle tentative des États-Unis, en passant par Oman, de mettre le pied dans la porte. L'objectif aurait été d'amener l'Iran à s'engager si fermement dans des négociations que les États-Unis pourraient y mettre fin au moment qui leur conviendrait. Est-ce que la perception de ce détroit d'Ormuz va devenir? Est-ce que la réalité de ce détroit d'Ormuz va être, vous savez, acceptable pour le Parti républicain, pour les démocrates? Ou bien vont-ils soutenir Donald Trump dans la lutte en cours pour ce détroit? Je veux savoir quel est le soutien des partis politiques aux États-Unis. La guerre bénéficie de très peu de soutien politique. Et tant que les gens ne paieront pas plus cher à la pompe et dans les grandes surfaces, ils l'accepteront passivement. Je l'ai dit, c'est seulement quand la crise frappe qu'il y a soudain une volonté de régler le problème. Donc, s'ils ne soutiennent pas la guerre, quelle serait leur solution face au contrôle iranien du détroit d'Ormuz? Partons du principe qu'ils ne la soutiennent pas. Honnêtement, personne ne veut. Vous parlez d'Oman, ou bien? Non, des partis politiques aux États-Unis, les démocrates et les républicains. Il y a deux options. La première, c'est d'arrêter la guerre et de commencer à discuter avec les Iraniens. L'autre, c'est de poursuivre la guerre. Vous avez dit qu'au moins, dans l'opinion publique, plus de 60 ou 74% des Américains sont contre la guerre. Ils ne veulent pas de la guerre, n'est-ce pas? Quelle serait donc l'alternative pour les partis politiques aux États-Unis? Eh bien, je pense que ce ne sont pas les partis politiques. Ce qu'on a vu, c'est un rapprochement entre républicains et démocrates sur l'Ukraine et un rapprochement similaire sur Israël et la cause palestinienne. Ça signifie que c'est toujours au président de fixer l'ordre du jour et de déclarer « D'accord, voilà ce sur quoi nous nous sommes entendus, voilà ce que nous allons mettre en œuvre. » Et à défaut, s'il ne le fait pas, comme on l'a vu avec le protocole d'accord, ils ont essentiellement refusé de l'appliquer. Et l'Iran a dit « D'accord, tant pis, nous non plus. Nous ne le respecterons pas. » Et je pense que de ce point de vue, cela ne les place pas vraiment en position de force. Mais ce que nous voyons, c'est que de plus en plus de pays se rangent pour remettre en question et contester la capacité des États-Unis à mettre leurs menaces à exécution. La nouvelle résolution. Il semble que les deux partis soutiennent la nouvelle résolution sur les sanctions contre la Russie et l'Iran. Et Donald Trump la soutient, d'une certaine manière. Pourtant, aujourd'hui, il a dit qu'il ne voulait pas de sanctions. Il veut des droits de douane contre l'Iran. Et je suppose que ce serait la même chose contre la Russie. Est-ce la recette d'une guerre mondiale? Parce que quand on regarde la situation actuelle, les États-Unis combattent la Russie, l'Iran combat les États-Unis. Et toute l'Asie de l'Ouest connaît d'une certaine façon une forme de guerre. Quelle est votre perception d'une guerre mondiale? Peut-être que c'est le nouveau type de guerre mondiale. Personne ne veut occuper, personne ne veut faire de grands sacrifices. Mais pourquoi?
Eh bien, cela le fait sortir de cette catégorie. C'est la guerre quand on utilise la force pour contraindre l'autre personne ou l'autre camp à faire ce qu'on veut. Et pour l'instant, on ne voit ni les États-Unis, ni les Allemands, ni les Russes s'y opposer. Donc le récit russe, tout comme le récit iranien, sonne juste. Ils n'ont pas besoin de l'inventer. Il s'agit de préserver notre dignité, de lutter contre l'oppression, et ainsi de suite. Cela continue de trouver un écho chez beaucoup de gens à gauche. Y a-t-il le moindre plan aux États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Larry? Non. Non. Il y a de l'espoir, mais l'espoir n'est pas un plan. En fait, ce qu'on voit, ce sont des membres du Congrès qui se prononcent avec tant de force en faveur du soutien à Israël. Et ça, je pense que ça pose problème. Lindsey Graham, hier. On a eu Donald Trump qui parlait de Lindsey Graham. On a eu Sean Hannity qui parlait des deux qui ont fait leur coming out et qui décrivait Lindsey Graham. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu l'extrait. Donald Trump, comme Sean Hannity, en parlait. Vous l'avez regardé? Voilà ce qu'ils ont dit. Il est extrêmement belliciste, je peux vous le dire. Il n'a jamais vu une guerre qu'il n'aimait pas. Seuls ses vrais amis comprendraient cela. Lindsey a souvent été injustement qualifié de belliciste. J'ai souvent entendu cette critique mensongère. Ce n'est pas vrai. Il voulait que chaque région, que chaque pays de la région s'engage sur cette voie vers la paix. C'était le rêve de Lindsey. Qui était Lindsey Graham, Larry? Je pense que beaucoup de gens l'aiment en Russie et en Iran. Mais qui? Vous êtes sarcastique, n'est-ce pas? Oui, exactement. Oui, je ne pense pas que beaucoup de larmes aient été versées quand ils ont appris sa mort. Une voix de plus, portée par la folie et la malveillance, et maintenant elle s'est tue. Oui, mais son héritage est toujours là. Son héritage est toujours présent, avec Zelensky, avec Benjamin Netanyahu. Et l'administration Trump, c'est son héritage, à mon avis. Vous voulez dire celui de Trump? Oui, l'administration Trump. Oui, je veux dire, il a un problème. La base MAGA veut toujours qu'il tienne ses promesses. Maintenant, je pense que si l'on prend le fait que les États-Unis avertissent Zelensky, et excusez-vous auprès de l'Iran, vous ne voulez pas que ça s'étende avec leur implication. Ou je veux dire les Houthis, oui, non, ce sont les Iraniens qui ont appelé. Donc oui, je pense qu'ils reconnaissent qu'Israël est, vous savez, ou plutôt que l'Iran est bien placé pour l'atteindre et lui faire mal. Et vous savez, du point de vue de la Maison-Blanche, l'idée, je pense, c'est... Enfin, la Maison-Blanche aimerait intimider, mais elle ne peut pas. Elle constate que ces intimidations et ces menaces s'avèrent creuses. Donc l'Iran, je pense que l'Iran... Il y a eu aujourd'hui un rapport du renseignement suggérant que l'Iran a lancé la frappe contre la base aérienne de Muwafaq al-Salti afin de provoquer un retour de l'implication des États-Unis dans cet échange d'armes, cet échange de missiles et de drones, parce que cela épuise les forces américaines bien plus vite que les forces iraniennes. Deux points importants pour Donald Trump, Larry. L'un d'eux concerne l'Europe. Je pense que beaucoup de gens veulent encore savoir quelle serait la position de l'Europe dans le cas de l'Ukraine. La guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase avec le nouveau blocus de l'Ukraine. Oui, c'est vrai. Alors, comment vont-ils gérer ça? Avant, ils avaient la connexion, n'est-ce pas? Maintenant, ils ne l'ont plus. La Russie n'a pas besoin de prendre Odessa, et elle peut contrôler
contrôler l'Ukraine sans prendre Odessa. And they can control Ukraine without capturing Odessa. Correct. Now just shut it down. Exact. So that nothing gets in, Maintenant, nothing gets il out. suffit de tout fermer pour que rien n'entre et que rien ne sorte. Et la même chose pour Nikolaïev. C'est ce qu'ils font. Encore une fois, je pense que cela va désormais accélérer considérablement la fin de cette guerre, parce que nous en sommes au point où les États-Unis ne pourront plus se permettre de la poursuivre. The United States will not be able to afford to continue it. Nous avons eu un rapport selon lequel la Chine envoie des armes à l'Iran. Et aujourd'hui, on a demandé à Donald Trump, « Qu'en pensez-vous » Il a répondu que Xi avait dit à Donald Trump qu'il n'y aurait pas d'armes chinoises pour l'Iran. Pour être honnête, je n'ai vu aucun article à ce sujet dans les médias iraniens. Tout a été rapporté en Occident. Et il rapportait aussi autre chose. Reuters, par exemple, il ne faut pas forcément se fier à ce qu'il raconte. Parce qu'il y avait un autre article de Reuters disant que le Yémen voulait mettre en place un nouveau mécanisme de péage à Bab el-Mandeb, dans le détroit de Bab el-Mandeb. Ce qui a été démenti aujourd'hui par les Yéménites. Ils ont dit que rien de tel n'était en train de se produire. Je ne sais pas comment. Quel mécanisme mettrait-il en place? Ont-ils précisé les choses? Non, ils ont dit qu'ils voulaient mettre en place un système de péage à Bab el-Mandeb. Reuters a rapporté qu'ils allaient faire payer tous les navires qui traversent ce détroit, ce qui a d'ailleurs été rejeté par les Yéménites. Et pensez-vous que le rapport sur la Chine serait du même ordre ou qu'il se passe quelque chose de ce genre? Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient les envoyer au Pakistan, puis du Pakistan vers l'Iran. À mon avis, c'est impossible. Cette trajectoire, d'une certaine manière, je n'y crois pas. Pourquoi est-ce impossible? Parce que je ne vois pas le Pakistan être à ce point disposé à fournir des armes à l'Iran ou à faciliter la fourniture d'armes à l'Iran. Eh bien, si la Chine dit « oui, nous voulons le faire », bien sûr qu'elle coopérera. Je ne peux pas imaginer qu'elle ne coopère pas sur ce point. Oui, allons-y. Je suis totalement... Vous savez, je n'arrive pas à le croire. Voyons ce qui se passerait. Larry, quel plaisir. Je sais, oui, vous m'avez dit hier que vous aviez eu une longue journée, mais vous avez rencontré quelqu'un de tellement intéressant. Qu'avez-vous appris de lui? Eh bien, je ne peux pas vraiment entrer dans les détails. Je vais le dire comme ça. C'est quelqu'un qui a à peu près votre âge, qui est impliqué dans la guerre mondiale contre le terrorisme depuis le début des années 2000, et il occupe maintenant une fonction liée. Il est impliqué à la fois dans les guerres en Ukraine et en Iran. Et c'est intéressant parce que, vous savez, vous avez parlé de cette attaque dans la mer Caspienne qui visait à unifier les fronts. Eh bien, en réalité, ils sont déjà unis en coulisses, du moins du point de vue du renseignement et des armes. Mais ce que cette personne m'a exprimé, c'est qu'au départ, elle avait adhéré, si vous voulez, à la rhétorique anti-musulmane selon laquelle l'Iran serait peuplé de musulmans fanatiques, et ainsi de suite. Et il a dit qu'au fil de ses interactions, à la fois avec des Israéliens et vous savez, avec des musulmans en Irak et en Afghanistan, il s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'on lui avait raconté. Il dit « J'ai appris qu'on m'avait servi un discours qui n'est pas vrai. » En fait, en abordant les gens de manière plus humaine, il a été surpris de constater qu'il se retrouvait d'accord avec les musulmans auxquels il avait affaire. Pas les islamistes, mais les musulmans. J'emploie le terme « islamiste » ou « extrémiste islamique » pour désigner ce groupe très restreint de sunnites qui veulent en quelque sorte tuer tous les hérétiques. Enfin bref, c'est intéressant de voir des gens occupant des postes de direction élevés
réévaluer ce qu'on leur a fait croire par la propagande pendant 25 ans. Oui. What they'd been propagandized to believe for 25 years. Yeah. Interesting. Intéressant. Merci, Larry. Thank you, Merci Larry. beaucoup. Thank you. Demain, on va le faire à 18 heures. Je ne peux pas le faire demain à 18 heures. Tomorrow we're gonna do it at. It's gonna be at 6 p.m. I can't do it at 6 tomorrow. Okay. D'accord. Alors on le fait à 5 heures? At five? Oui, il va falloir le faire à 5 heures. Okay. Put it D'accord, mettez ça à 17 at heures. 5 p.m. Très bien, mon ami. D'accord. On se voit demain à 17 heures. À demain. See you there. D'accord. Prenez soin de vous. Take Alright. care. Salut!